Europe 1, le journal permanent. À 20h13 sur Europe 1 et à l'instant, une dernière minute, le Sénat s'oppose à la suspension de la réforme des retraites dans le cadre du budget de la sécurité sociale dont il a repris le flambeau cette semaine. Une information Europe 1, la mère de Waïd Ben Faïza, placée hier en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Hier, ce multirécidiviste a fait polémique en obtenant une permission de sortie controversée, un entretien professionnel en vue d'une sortie anticipée. 10 000 € en argent liquide, 400 grammes de cannabis ont été retrouvés au domicile de sa mère. Un mois après le cambriolage du Louvre, 4 nouvelles interpellations, 2 femmes, 2 hommes, parmi lesquels le 4e membre du commando, tous originaires de la région parisienne. Les bijoux n'ont toujours pas été retrouvés, 4 suspects ont déjà été mis en examen. Interdiction du voile et du jeûne avant 16 ans, lutte contre les mariages forcés, respect de la laïcité dans le sport. Les sénateurs LR proposent une série de mesures pour combattre l'entrisme islamiste. Hier déjà, le chef de file des députés LR avait déposé une proposition de loi pour interdire le port du voile aux jeunes filles dans l'espace public. Le président de l'Union des droites pour la République, Éric Ciotti, sera demain matin à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. À un peu plus d'un an de la présidentielle 2027, sondage Odoxa qui révèle que Jordan Bardella est donné vainqueur au second tour, quel que soit le candidat en face. Le président du RN s'imposerait avec une confortable avance. Le président Trump assure être très proche d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La nouvelle version du plan de paix présentée la semaine dernière par les États-Unis apparaît plus acceptable pour Kiev. Elle permettrait notamment à l'armée ukrainienne de conserver jusqu'à 800 000 soldats. Emmanuel Macron appelle à continuer de mettre la pression sur la Russie. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Alexandre Malafaille. Bonsoir. Bonsoir, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste au Figaro. Et bonsoir Caroline Yadan. Merci d'être avec nous. Député apparenté EPR des Français de l'étranger. Le 18 novembre dernier, le député LFI Paul Vannier a critiqué le sondage IFOP sur l'islamisme en France en disant que l'enquête était bidon et qu'elle visait à servir l'agenda islamophobe de certains partis. Je rappelle que l'une des statistiques de cette enquête IFOP dit que 57% des jeunes musulmans préfèrent la charia aux lois de la République. Vous avez donc décidé, vous, Caroline Yadan, d'un signalement au titre de l'article 40. Alors expliquez-nous la procédure de l'article 40 et pourquoi est-ce que vous avez décidé de ce signalement ? Alors la procédure de l'article 40, c'est assez simple, c'est lorsqu'un élu a connaissance de ce qu'il pense être un délit ou un crime, alors il a la possibilité de signaler ce fait délictueux ou criminel au procureur de la République pour qu'il diligente le cas échéant une action publique. En fait, ce qui nous a extrêmement choqués, et ce qui je pense est très choquant, c'est que Paul Vannier a publié dans son tweet, alors il peut dire ce qu'il veut, il peut critiquer, il y a évidemment aucune espèce de restriction à cela, puisque la liberté d'expression, heureusement, est libre dans notre pays, mais simplement il a publié avec son tweet une photo avec l'adresse surlignée en bleu du journal. Écran de veille, en les traitant d'islamophobes. Et ça, évidemment, on n'est même plus dans l'imaginaire collectif. On sait que c'est exactement ce qui a conduit au massacre d'une rédaction d'un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. On les a traités d'islamophobes et on les a mis en danger. Donc on était face à ce que moi j'ai estimé être une incitation au meurtre, puisque un article de la loi de 2021, voilà, du code pénal, qui est un article en fait qui a été voté dans le cadre de la loi séparatiste, vous savez, la loi confortant le respect des principes de la République de 2021, et qui a d'ailleurs été pensé après Samuel Paty. Et qu'est-ce que dit ce texte ? En gros, il dit le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale, professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne et aux biens de l'auteur que ne pouvait ignorer est puni de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un journaliste, les peines sont portées à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En fait, Vannier plante une cible
dans le dos d'un journal. Il plante une cible dans le dos de journalistes également, puisque Nora Bussini, qui a écrit Les Nouveaux Antisémites, qui a fait un travail absolument magnifique et qui a d'ailleurs été Au péril de sa vie. au péril de sa vie, et puis qui a d'ailleurs été auditionné dans la commission d'enquête dont j'ai l'honneur d'être vice-rapporteur sur les liens entre et qui est passé dans Europe 1 Soir il y a quelques semaines. Voilà, et qui est donc entre les liens entre l'islamisme et les groupements politiques, et puis Emmanuel Razavi également. Ces gens-là sont déjà menacés, ces gens-là sont déjà insultés, et là, Paul Vannier les met réellement en danger. L'écran de veille, le journal Écran de veille a dû, après une alerte réelle par mail, a dû fermer ses locaux. Ils vont donc déménager provisoirement. Voilà, donc c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, et nous avons donc j'ai pris l'initiative et j'ai été extrêmement suivie très très vite. Donc nous sommes 50 signataires de ce signalement au procureur de la République. Alexandre Malafaille. Est-ce que ce signalement est, vous voyez, un peu plus de 50, est transpartisan, ou est-ce qu'on retrouve ça avec toujours un peu l'origine qui sent qu'il faut porter le fer? Non, c'est vraiment une question de praticité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut agir très vite. On est donc dimanche soir, et moi je prends l'initiative de ça lundi matin. Et il faut que lundi, 1 heure ou 2 heures après, on ait un maximum de signatures. Donc c'est vrai que je l'envoie à mon groupe. Voilà, j'ai des retours très très vite. Mais si on l'envoie à tous les groupes, il faut l'envoyer par mail, et puis, enfin bref, c'est vraiment une question juste de praticité. Et j'ai voulu qu'on soit nombreux très vite et poster ça très vite parce que c'était une question de réactivité. Gilles Boutin. Oui, j'aurais à la fois une analyse doublée d'une question. Depuis qu'il y a eu le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, on a le sentiment que LFI a perdu de son fonds de commerce. Il y a moins de choses à commenter, moins de morts, tout simplement, sur lesquels rebondir pour flatter leur électorat. On a le sentiment qu'ils se précipitent sur le moindre argument, donc typiquement cette étude IFOP, pour réactiver une colère sociale auprès d'une clientèle communautaire bien identifiée. Quelle est, vous qui les côtoyez régulièrement, quelle est votre analyse de la stratégie de ces députés, dont notamment ces 2 députés qui sont en première ligne pour porter le fer contre ce qu'ils appellent l'islamophobie? Mon analyse est la même que la vôtre. Si je puis dire, non, mais vous avez raison. De toute façon, le but, ils portent leur but suprême, ultime, c'est le chaos, c'est la violence, c'est la fracturation de notre société, et c'est d'attirer un électorat qu'ils pensent attirer par la haine notamment à l'égard d'Israël, et donc par cet antisémitisme aujourd'hui qui est le leur. Donc ils sont complètement déstabilisés parce que la guerre est finie, parce que vous l'avez dit, leur fonds électoral n'existe plus en l'espèce. Donc ils cherchent. Et puis il y a aussi, à mon sens, dans cette affaire-là et en l'espèce, une volonté d'intimidation des journalistes que l'on a entendu, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'audition de la commission d'enquête parlementaire. Et ces journalistes-là d'investigation qui ont fait un travail intellectuel et journalistique irréprochable, eh bien, les mettent en difficulté. Ils les mettent en difficulté parce qu'ils démontrent, si besoin en était, quand bien même on n'a pas encore le rapport de la commission d'enquête, mais ils démontrent la complaisance, voire la complicité entre cette extrême gauche-là, une partie de la gauche, et l'islamisme. Donc c'est aussi une volonté d'intimidation. Donc c'est aller chercher des voix au moment des municipales, et c'est aussi intimider, faire régner une terreur pour que d'autres n'emboîtent pas le pas dans cette critique Alexandre, et dans cette visibilité-là. Oui, je rebondis sur la question de Gilles, parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait à partir du sondage est quand même assez scandaleux. Moi d'abord, je voudrais apporter mon soutien à l'IFOP, parce que je les connais bien. Je bosse avec l'IFOP avec Sinopia depuis 2014. On a fait pas mal de sondages avec eux, que ce soit Frédéric Dabi ou Jérôme Fourquet, sont des très grands professionnels. Et la façon dont ils sont traînés dans la boue par ces gens-là est absolument indigne. Et c'est vrai qu'en plus, le fameux sondage en question, la plupart des questions sont des questions qui ont déjà été posées. Elles ne sont pas nouvelles. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles décrivent une tendance de fond. Alors évidemment, on peut dire que c'est dommage qu'on mette la focale sur la problématique des musulmans, ou d'une partie des musulmans, mais c'est surtout la focale
qui montre cette dynamique, cette tendance. Et moi, ce que je trouve dramatique par rapport au comportement des insoumis, c'est que, en fait, au lieu d'aider finalement les uns et les autres à régler les problèmes qui sont posés, et il y en a qui sont posés, ils ne font qu'accentuer cette ligne de fracture, qu'accentuer les radicalités, et notamment renforcer tous ceux qui sont dans cette dynamique d'islamisation, en se sentant encore plus agressés et encore mieux défendus. Je trouve qu'ils ont quelque chose d'extrêmement toxique dans leur façon de faire, et je ne sais pas comment on les combattra dans la durée, si ce n'est en les battant aux élections. Caroline Adam. Oui, mais je regardais ce qui s'est passé aux dernières élections partielles. La Boyard, il s'est fait décimer, en fait. C'était un signe. Je pense que c'était aussi un signe positif. Je crois que c'est aussi aux électeurs de voir ce qui est en train de se passer, d'être lucides lorsqu'ils posent leur bulletin, mais aussi à la gauche, aujourd'hui, à la gauche dite de gouvernement, donc cette gauche qu'on connaît quand même républicaine laïque, de ne plus jamais s'allier à ces gens-là. C'est aussi de la responsabilité des partis politiques aujourd'hui de dire qu'ils sont infréquentables, que le cordon sanitaire doit être absolument total autour de LFI. Mais moi, ce qui me heurte profondément, c'est qu'on a une histoire qui est l'histoire, qui est une histoire à proximité immédiate qu'on a connue avec des assassinats, des massacres d'une rédaction d'un journal, des décapitations de professeurs à cause de ça. Et il recommence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Toutes les limites sont à chaque fois franchies. À chaque fois, on se dit, tiens, ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est pas possible. En fait, ils vont à chaque fois plus loin parce qu'ils sont en manque de visibilité, parce que leur but absolu, c'est de faire du buzz, qu'on parle d'eux aussi, et que en fait, ça puisse leur apporter des voix. Donc c'est cynique et c'est dangereux. Qu'est-ce que ce signalement article 40, donc après c'est le procureur de la République, Madame Becqueau, qui va récupérer le dossier. Qu'est-ce qui peut se passer contre dont peut écoper? Alors on a vu les peines, mais est-ce que vous croyez vraiment que Monsieur Vannier peut être condamné à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende? Ça, c'est les peines maximales. Non, mais ça, c'est les peines maximales. Je vous pose la question à dessein. Non, mais c'est d'ailleurs, vous en conviendrez, c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on en rigole, que dans un pays comme la France, où il y a un barème, entre guillemets, une fourchette, en disant, tiens, c'est que c'est jamais la peine maximale. Alors que ce que vous venez de dire, c'est que c'est très grave ce qu'il a fait, puisqu'il a mis des cible dans le dos de personne. Ce qui compte, à mon sens, c'est qu'il soit inquiété, c'est-à-dire que d'abord, il soit entendu par la police, comme d'ailleurs Rima Hassan. Vous savez, Rima Hassan a été entendu, a été convoqué quasiment toute une journée. C'était suite à un article 40 qu'on avait fait il y a longtemps, au mois d'août et qui a finalement été appliqué. Exactement. Et finalement, il y a une suite. Donc voilà, la justice est lente, on le sait. Mais en tout cas, ça n'a pas été inutile, parce qu'à l'époque, on était aussi plus de 50 députés à signer. Bref. Là, l'idée, c'est que ils soient... Parce qu'il n'y a pas que notre signalement. Il y a des plaintes, les plaintes de Nora Bussini, je crois, sauf erreur ou omission de ma part, mais je crois qu'Emmanuel Razavi, Nora Bussini, Écran de veille et l'IFOP également a déposé plainte. Donc, il va y avoir plusieurs plaintes. Donc, Paul Vannier va être entendu. Et puis, peut-être qu'il sera mis en examen et qu'il sera ensuite convoqué devant le tribunal correctionnel. Je n'en sais rien à ce stade. Ce que je sais, c'est que nous, on a aussi, nous, parlementaires, ce devoir de vigilance-là et ce devoir de signaler. Quoi qu'il en soit, il se servira de ces plaintes pour dire, regardez, on m'attaque, le narratif est tout trouvé. Mais oui et non, parce que je pense que c'est jamais agréable, en fait, d'être mis en examen. Non, j'ai pas dit que c'était agréable. C'est jamais agréable. Mais qui se servira. Peut-être, mais peut-être qu'il réfléchira 2 fois après avant de recommencer. On ne sait jamais comment ça retombe. Oui, mais peut-être que voilà, moi j'ose espérer que ça sert de leçon et que peut-être qu'on évitera de faire la même chose, en tout cas ses acolytes. Merci beaucoup Caroline Adam d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir.